Okay, very good. Ok, alors Julien, bonjour. Je suis à votre disposition et aussi pour répondre à des questions de tous les membres du média. Peut-être juste de vérifier, peut-être que je peux faire une petite synthèse de l'événement et puis que je serai disponible à prendre des questions. Est-ce que ça convient? And perhaps just to ask the technical team if you can make sure that the participants are able to request the floor and that their microphone can be activated when they ask questions. So I think I will do a very short summary of the event and of its importance in the context of the high-level political forum, but also looking ahead to the summit for the future taking place in New York in September, and in particular with a view to accelerating the implementation of the Sustainable Development Goals. So this year's Africa Day was particularly situated around accelerating the implementation of the SDGs in the context of investments in water and energy for the purposes of Africa's sustainable industrialization and inclusive economic transformation. We all recognize that the whole world is behind in the attainment of the SDGs, and Africa has a bigger gap to be filled in that context. But the nature of the Africa Day event was very much focused on the opportunity that exists for a new economic paradigm around sustainable value chains. And the key to unlock those sustainable value chains is investing in water and energy for that sustainable industrialization. Allow me to highlight perhaps three ways in which this was showcased within the Africa Day event. I think we were very encouraged to hear of the example shared by Niger on their efforts to implement the Great Green Wall. And we saw in the video that was shared on how they are using solar energy to improve the opportunity for sustainable agriculture, particularly around the production of wheat and alfalfa, linking the production of crops as well to the management of livestock, and as a means of rehabilitating land which is affected by desertification, with a view to building this Great Green Wall, but also creating sustainable agricultural value chains. And I think what they have shared is a very positive example which can be upscaled with the right mobilization of financing. Secondly, the Executive Secretary of ECA and also other participants spoke, for example, about the Great Blue Wall, which is an initiative which has bring climate change adaptation investment and looking at it through the lens of livelihoods, developing fisheries, value chains, investing in the rehabilitation again of degraded environments, and for the purposes of improving livelihoods first and foremost. And we also heard about the value chain around critical minerals or battery minerals, where Africa is very much at the center of the resources that are available globally, and the opportunity to sustainably transform these resources and bring value addition to the continent. All of these value chains depend on the reliable access to energy and water. And we recognize that there are 600 million people, close to 600 million people in Africa who do not currently have access to energy in a reliable manner. We also recognize the huge gaps that exist in terms of clean water and sanitation. And for example, the 411 million people in Africa still lack basic drinking water services, and 779 million lack access to basic sanitation services. And by prioritizing investments in these sectors, we will achieve the acceleration that is required. Now, this is not possible unless there is the unlocking of large-scale financing, and this will be a mix of resources that would be provided by partners in the context of, for example, SDG stimulus, which has been spoken about by the United Nations Secretary General,
in the context of also increased climate finance resources, which are being discussed at the Africa Climate Summit in Nairobi in September, as well as at COP28. As well as in the context of the way in which African countries can mobilize some of their own resources. And I think this was something that came out very strongly in the Africa Day event, in particular through using opportunities such as through the development of carbon credit markets. And all of the examples that I've already shared would lend themselves to also generating carbon credits, which can generate resources for reinvestment in essential services across the continent, including in water, energy, and sanitation. There is also the opportunity to free up fiscal space by undertaking debt swaps, and it can be debt for climate swaps or debt for SDG swaps as a means of raising additional resources. And of course, we need to also engage the private sector for sustainable investment across the African continent and to unlock this opportunity, particularly in water and energy. And we have recognized that Africa faces challenges in terms of its risk perception, and therefore mechanisms for crowding the private sector, including credit enhancements, will be critical to allow these types of investments to happen. I will stop there and open for questions around what you have heard at the Africa Day event and to provide further clarification as necessary. J'ai fait le résumé en anglais, mais je suis disponible aussi à répondre aux questions en français. Donc, je vois qu'il y a des points dans le chat, mais est-ce que vous avez accès au micro? Peut-être Julien, vous pouvez juste prendre la parole pour qu'on puisse vérifier que le micro marche. Il me semble que ça fonctionne de mon côté. Les gens, je pense, ont été assez obsédés par les précédents, quasiment 3 heures. Alors, je ne sais pas si je voulais timide ou quoi maintenant. Pas de problème. En tout cas, n'hésitez pas s'il y a des questions. Moi, j'avais une question concernant l'intervention d'une des personnes à l'événement précédent. Il a été fait mention que chaque année, l'Afrique perdait près de 600 milliards, si j'ai bien noté, hein, de dollars. Alors, je ne sais pas sous quelle forme c'est, mais comment les États africains pourraient justement freiner cette fuite pour réutiliser tout cet argent justement sur les secteurs qui sont clés. On sait que les OD vont probablement, malheureusement, pas être atteints en Afrique, mais peut-être se concentrer sur quelques ODD clés qui ont des effets, des multiplicateurs sur les autres. Comment mobiliser tout le temps qui fuit chaque année le continent pour ces quelques ODA qui peuvent justement avoir un effet bénéfique sur l'ensemble? Bien sûr. Alors, la question des gains manqués ou des ressources qui fuient le continent, il y a plusieurs estimations, mais le bureau du conseiller spécial sur l'Afrique a estimé que l'Afrique perd annuellement entre 500 et 600 milliards de dollars. Et ça, c'est surtout en raison des flux financiers illicites, une manque de mobilisation de ressources par des taxes. Je peux citer par exemple en Afrique, il y a toujours beaucoup, il y a beaucoup de subventions par exemple sur les produits pétroliers, sur les hydrocarbures. Il y a aussi dans certains cas des avantages qui sont donnés à des compagnies pour investir. Il y a aussi des manques d'efficacité
dans les dépenses des budgets africains. Il y a des institutions qui ne sont pas souvent bien équipées en ce qui concerne la gouvernance des flux financiers et en ce qui concerne le ramassage des taxes. Et nous avons, si je peux peut-être souligner un peu plus le paradoxe qu'il y a beaucoup de ressources en Afrique, mais que ces ressources en général partent. Alors, les manques à gagner, il y a, premièrement, on a regardé les marchés de carbone. C'est une grande opportunité pour l'Afrique et on pourrait générer entre 120 et 200 milliards de dollars à travers une mobilisation systématique à travers les marchés de carbone. Il y a 100 milliards d'investissements potentiels en ce qui concerne les pensions africaines qui souvent sont investies en dehors du continent, parfois en raison de la perception du risque. Et il faut noter que même les fonds de pension africaines souvent ne peuvent pas investir dans le continent même parce que la perception du risque est trop élevée. Et alors, il y a cette fuite des ressources africaines à investir ailleurs en ce qui concerne nos retraites. Il y a presque 90 milliards de dollars perdus dans les fonds financiers illicites. Il y a 84 milliards environ perdus à travers de l'argent qui est transféré des diasporas sur le continent et à travers des coûts et des frais, mais aussi des pertes. Et il y a environ 70 milliards à travers des inefficacités de dépenses de la part des gouvernements et environ 46 milliards de dollars perdus dans des taxes qui ne sont pas ramassées, soit à travers des avantages qui sont donnés à des compagnies ou à travers par exemple, des subventions qui sont données, qui ne sont pas ciblées et qui en fait bénéficient davantage, par exemple, des grandes compagnies des hydrocarbures et des grandes compagnies pétrolières. Alors, oui, un des messages de cette journée de l'Afrique, c'est comment est-ce que les pays africains peuvent mieux mobiliser les ressources qui existent déjà et qui permettent ces ressources d'être investies justement dans ces priorités, ces catalystes qui sont l'investissement dans l'eau, l'assainissement et l'énergie. Et je dirais aussi que il y a peut-être une fausse perception que l'Afrique est dépendant sur l'aide au développement. Mais en fait, 3/4 des financements sur le continent sont en fait des fonds qui sont mobilisés déjà sur le continent. Et si on arrive à mieux mobiliser ces flux financiers qui sont soit pas collectés ou qui sont des résultats des flux illicites, nous pourrons déjà mieux mobiliser de l'argent sur le continent. Mais il faut que ça soit clair, cela ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de l'aide au développement, mais c'est à cibler l'investissement de l'aide au développement à vraiment d'avoir cet effet catalyseur, de permettre par exemple que les fonds de pension sur le continent africain puissent investir sur le continent africain même et de réduire le risque de ces investissements et aussi mieux utiliser les revenus publics. C'est un peu peut-être un résumé de ce point et le bureau du conseiller spécial sur l'Afrique va présenter dans les semaines qui viennent quelques informations supplémentaires en ce qui concerne la question de l'utilisation des ressources domestiques. Merci beaucoup. J'avais une deuxième question, toujours concernant l'événement précédent. Ils ont mentionné de la création, et ça avait déjà été le cas lors du forum régional à Niamey, la création d'une filière pour les batteries dont l'initiative serait en Afrique centrale. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Et également, dans ce même type d'idée, est-ce qu'il a déjà été identifié également d'autres types de filières qui pourraient être créées sur ce modèle-là en Afrique? Oui, certainement. Alors, premièrement, cette filière est basée sur le fait que la plupart de ces ressources minières qui sont utilisées dans le secteur des batteries se trouvent en Afrique. 70% par exemple des réserves de cobalt au monde sont dans la République démocratique du Congo. Et justement, il y a une étude qui est faite par la CEA qui a démontré que juste en faisant ce qu'on appelle en anglais les battery precursors, désolé que je n'ai pas
j'ai pas le mot en français. Mais si on faisait juste cette partie de la chaîne des valeurs en Afrique, on va réduire les émissions à effet de serre et on va aussi réduire le coût de l'investissement et on va rentabiliser davantage le développement de ces chaînes de valeur et aussi accélérer l'accès sur le continent à des technologies basées sur l'énergie renouvelable, soit que c'est des moteurs électriques pour des voitures ou des stockages de l'énergie renouvelable. Et suivant cette étude faite par la CEA, il y a un projet pilote basé sur une zone spéciale créée entre la Zambie et sur la frontière entre la Zambie et la RDC pour attirer des investissements dans ce sens. Alors, il y a des vrais projets qui se développent dans le continent. Et en plus de cela, je dois noter que plusieurs pays africains commencent à s'y mettre sur la production des voitures électriques, notamment l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc. Et ça permet justement et il y aura une grande demande pour des voitures sur le continent et aussi à l'exportation. Et c'est vraiment l'occasion de créer ces chaînes de valeur sur le continent basées sur la mise en œuvre de l'NCNCAF. Et je crois que c'est pas forcément que d'un jour au lendemain, nous aurons ces industries, mais nous sommes déjà au stade, je dirais, des projets pilotes. Et il faut que les pays africains osent de bouger dans ce sens, attirer les investissements et d'avoir aussi un cadre harmonisé sous l'égide de la ZECAF pour faciliter ces investissements et assurer aussi la création d'emplois et d'opportunités sur le continent. Et je dirais, la deuxième occasion qui est liée à cela, c'est d'accéder au marché de carbone qui permet de générer davantage de ressources à réinvestir dans ce secteur. Et c'est des ressources qui seront mieux gérées par les pays africains eux-mêmes parce que c'est des ressources qui seront gérées sur le continent, même si c'est à travers des investissements de l'étranger. So I've noted two questions in the chat as well. There is the point about how successful is the Great Green Wall project. And we want to see more stories on the Green Wall, and I would fully agree with that. I think as we saw from the example shared by the government of Niger, there are quite a number of projects being undertaken, but at relatively small scale, mainly because of the availability of resources. If we take the example of Niger, it is about upscaling investments that are working at a local level on a much larger scale and allowing for sustainable industrialization of agricultural practices, which also can help to improve the access to water and energy resources in rural areas. We will know that while energy access across the continent tends to be relatively good in capital cities, with some exceptions, in rural areas, even among the most developed countries, this remains a problem. The second part of the question was about how Africa can finance its climate action initiatives without depending on the international world. I would start with a caveat to say that the world is integrated in such a way at the moment that we should not be saying completely without depending on the rest of the world, but seeing on how Africa can have more agency in the mobilization of those resources. And I already touched before on some of the key things that African countries can do to better use their own existing resources. And that includes more targeted uses of subsidies. Africa spends a lot of money on fossil fuel subsidies, for example, and ensuring that there is less lost income and lost opportunity through ineffective tax breaks that are given to large-scale companies, and also better deployment of existing resources within countries and tackling illicit financial flows. But there is also the question of having a better investment framework within the continent, and that does involve looking at the issue of de-risking investments across the continent. And so we have been emphasizing that we do need partnerships because we need the help of partners to reduce this risk perception across the continent. So African companies and banks and investors and pension funds, I think, are increasingly looking to the continent, but we need to make sure that we can make this straightforward, less risky, use insurance as well, for example, as one way of doing so.
So I will stop there for now, and I'll take a few more questions. And thank you very much, François. Allô, Yes, bonjour. go ahead. Oui, bonjour. Je m'appelle Boris Ngounou, je vous appelle depuis le Cameroun, Yaoundé au Cameroun. Merci, allez-y. Ok, j'ai eu la chance de prendre part au dernier forum africain sur le développement durable qui a eu lieu à Niamey au Niger. Et durant les échanges, il est apparu que l'un des freins à l'atteinte des objectifs de développement durable en Afrique, c'est la non-capitalisation des ressources naturelles de l'Afrique. On avait notamment mis en avant la grande richesse d'un pays comme la RDC en termes de cobalt, la production de cobalt qui est aujourd'hui un minerai d'avenir dans le cadre de la production des consommables liés à l'énergie renouvelable, notamment les photovoltaïques. Et donc, l'UNECA, dont vous êtes le membre, avait pour projet, c'est un projet qui est justement en cours, comme nous l'a fait savoir le secrétaire général par intérim de l'UNECA, Monsieur Antonio Pietro, eh bien qu'il y a un projet de développement d'une chaîne de valeur des batteries électriques en Afrique. Il y a là-dessus en cible la République démocratique du Congo et la Zambie, qui a également une grande richesse en termes de ce minerai, le cobalt. Donc, j'aimerais savoir, Monsieur Jean-Paul Adams, où en est vos négociations entre la République démocratique du Congo, la Zambie et la Banque africaine de développement sur la question. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais dire qu'il y a déjà l'étude qui a été faite par la CEA. Cette étude a démontré la faisabilité de ces investissements et l'étude a aussi démontré les avantages environnementaux de ces investissements sur le continent africain, surtout par rapport à ce qui existe actuellement mondialement où ces minerais sont souvent transportés de grandes distances avant que la transformation soit faite. Il y a aussi eu la signature d'un accord préliminaire sur la zone spéciale économique qui va être établie entre la RDC et la Zambie pour attirer des investissements dans ces chaînes de valeur. Et je ne peux pas parler peut-être davantage sur les spécificités, mais je sais qu'il y a eu plusieurs engagements avec des investisseurs potentiels qui sont intéressés par ces secteurs et la possibilité de développer une vraie chaîne de valeur autour de ces précurseurs. Je fais référence à ce que mon collègue François a mis dans le chat sur les exemples australiens des usines précurseurs. Et ça permet sur le continent africain, de mieux transformer, d'avoir cette transformation économique de ces ressources qui existent déjà dans le continent pour mieux créer des emplois, mais aussi faire un lien avec d'autres développements qui ont lieu ailleurs sur le continent, notamment à travers la production de véhicules dans d'autres pays comme l'Afrique du Sud. Et en plus de cela, il existe l'opportunité de gérer davantage de ressources aussi à travers la génération de crédits de carbone, parce qu'un tel investissement pourrait permettre aussi la mise en œuvre de la génération de crédits de carbone sur le continent. Et je dirais que il y a aussi des opportunités, en parlant des marchés de carbone, il y a aussi l'opportunité d'une manière plus large à regarder le capital naturel du continent, en plus des minerais, parce que si on prend encore l'exemple de la RDC, qui couvre en grande partie les tourbières du bassin du Congo, il y a aussi les forêts du bassin du Congo qui ont une valeur énorme pour toute la planète et qui, si on arrive à développer davantage de projets autour de l'agriculture durable et autour de l'écotourisme et autour de la mise en valeur justement de cette richesse naturelle, je dirais, sans parallèle,
nous pouvons mobiliser davantage de ressources encore pour cette transformation économique que nous voulons voir sur le continent. Alors, je dois vous quitter dans 5 minutes, alors peut-être que je pourrais prendre une dernière question et puis on fait un résumé. I can take perhaps one last question and then a very quick summary. Amédo, tu as peut-être une question sur l'eau? Bon, je vais la poser à ça. Ah, attendez, il est en train de se connecter. C'est les difficultés de la connexion sur l'Afrique, comme vous le savez. Oui, je comprends tout à fait. Amidou? Ouais, j'avais peut-être une question aussi par rapport, ça a été mentionné de nouveau à l'événement précédemment, sur la coopération entre les États africains sur les cours d'eau transfrontaliers. On a vu l'exemple du fleuve Sénégal, où dernièrement, ils ont encore inauguré un barrage où l'électricité va bénéficier aux différents pays où le fleuve traverse. Pourquoi cet exemple-là a du mal à se multiplier sur d'autres cours d'eau en Afrique? Quels sont les freins à cette coopération à l'heure actuelle? En fait, je dirais qu'il y a plus de coopération qu'on le pense. Il y a beaucoup de choses qui se font peut-être sans publicité, mais effectivement, vous avez raison qu'il faut, ce qui manque, c'est de l'avoir sur chaque bassin, sur chaque cours d'eau, parce que ce n'est pas universel. Dans certaines zones, mais il y a des très bonnes pratiques, vous avez déjà cité sur le fleuve Sénégal, il y a dans le bassin de la rivière Mano, en ce qui couvre Côte d'Ivoire, le Libéria, Sierra Leone, quelques autres pays. Il y a de la coopération aussi dans le bassin du Congo et plusieurs autres bassins sur le continent, aussi en Afrique australe. Alors, ce n'est pas que ça n'existe pas, mais que ce n'est pas universel. Parmi les contraintes, il y a dans certaines régions des conflits qui réduisent la capacité de bien gérer ces ressources. Il y a les ressources aussi parce qu'il faut investir parfois pour mieux gérer. Et il y a aussi l'informalité parfois des habitations. Et encore, ça c'est lié souvent aux questions sécuritaires. Mais il y a des grands efforts menés par les Nations Unies et je vous dirige, par exemple, au propos fait par la ministre, la secrétaire d'État du Tchad, qui a parlé, par exemple, des efforts en Afrique centrale avec le soutien des Nations Unies, notamment à travers la Commission économique pour l'Europe, qui est l'organisation en fait qui joue le rôle de secrétariat pour les conventions sur l'eau. Et à travers l'accession sur les conventions sur l'eau, les pays peuvent bénéficier de soutien des ressources en renforcement de capacité pour mieux gérer ces courses d'eau. Alors, je crois qu'il faut mettre en valeur déjà les bonnes pratiques. Il y a plusieurs pays africains qui s'associent aux conventions des Nations Unies sur l'eau et qui, je pense, établit la base pour une coopération plus large et qui permettent aussi d'avoir des plans d'investissement, pas seulement national, mais qui sont vraiment intégrés à l'échelle régionale et qui permet vraiment à mettre en valeur alors la ressource partagée. Je crois que je dois m'arrêter là, mais j'ai noté le point de Amidou en ce qui concerne les conflits. Effectivement, les conflits existent, mais il y a aussi les mécanismes à réduire ces conflits. Et je crois en ce qui concerne les Nils, nous reconnaissons les efforts faits par les États concernés et je crois que c'est à travers justement cette coopération, à travers en utilisant les conventions des Nations Unies, nous avons trouvé la solution en ce qui concerne les ressources partagées et aussi la réduction des risques à long terme, notamment le risque aussi climatique. Je remercie tous les journalistes, tous les partenaires qui se sont connectés pour les questions très
je dirais, très détaillée et aussi très pertinente vis-à-vis le sujet. Et nous vous remercions aussi pour votre intérêt continu pour le travail des Nations Unies pour appuyer l'accélération de la mise en œuvre des ODD en Afrique. Merci beaucoup. C'est à nous Julien. de vous remercier, Monsieur Adam, et de vous féliciter également pour votre nouvelle position à New York. Et on Merci. espère vous revoir dans nos prochaines activités pour les médias africains. Absolument. Merci C'est un pour votre partenariat et nous disponibilité. comptons sur vous aussi. Merci. Merci en tout cas pour votre disponibilité. C'est toujours très apprécié de pouvoir vous écouter. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne Merci, soirée. merci. Bonne soirée. Merci.